Profitez-en. Et moi, je vous retrouve juste après cette présentation. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes, et merci d'être venus si nombreux. C'est une belle surprise pour nos sponsors, si je peux vous appeler comme ça. Je prends la parole que quelques secondes en tant que dirigeante de Stratéco. Je vous remercie tous d'être présents ce soir. Et surtout, je tenais à vous remercier de nous accueillir une fois de plus, pour la troisième fois, pour accueillir nos intervenants, accueillir ce beau sujet. C'est un sujet qui nous tient à cœur, que Claude Surin et nos deux intervenants, que je remercie très chaleureusement, vont débattre ce soir. La soirée, la conférence va durer 3 quarts d'heure à peu près. Il y aura une place pour les échanges. C'est important que vous puissiez échanger, poser des questions. Il y a des jeunes dirigeants. C'est sympathique de voir la variété, la diversité de l'assemblée de ce soir. Donc n'hésitez pas à échanger. Je pense que nos intervenants sont prêts à accueillir ces échanges. Et surtout, on se retrouve après, à 19h30, 20h. Il y a un pot d'accueil dans le hall. Donc ne partez pas tout de suite. Restez, continuez à échanger. Ce sont des beaux moments entre dirigeants d'entreprise. Donc, je vous dis à tout à l'heure et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Innover nécessite d'oser se débarrasser de ses certitudes. Alors, moi, je viens de noter qu'il fallait se débarrasser de la certitude qu'une banque ne financera jamais l'innovation. C'est une excellente nouvelle, c'est la première de la soirée. Je pense qu'il y en aura d'autres. L'innovation peut se loger partout. Elle peut se loger dans la technologie, ça c'est une évidence. Elle va aussi se loger dans des modèles économiques, elle va se loger dans des organisations, dans des modes de management ou encore dans l'invention ou la combinaison d'usages. Certains d'entre vous ici sont en plein dans ce type d'innovation également. Est-ce que vous savez quelles sont les 3 phases par lesquelles une innovation passe nécessairement pour s'imposer sur un marché? La première phase, c'est que c'est ridicule. L'innovation démarre toujours comme ça. Quand elle arrive, tout le monde trouve ça ridicule. La deuxième phase, c'est qu'elle est dangereuse. Et puis la troisième phase, c'est quand elle est évidente. Alors, ce que nous allons nous attacher à voir avec vous ce soir, et notamment grâce à nos deux intervenants, c'est comment faire en sorte que les innovations soient évidentes pour vous. Alors, pour cela, nous avons invité 2 acteurs de l'innovation, 2 acteurs de nature très différente, que je vais vous présenter très rapidement, qui vont... à ma demande s'asseoir là-bas, et puis l'échange va commencer à avoir lieu, et puis vous n'hésiterez pas à les interpeller tout à l'heure, si vous avez des questions à leur poser, soit dans la salle, ou évidemment, autour de votre tête, ça va de soi. Frédéric Rigolato. Frédéric est créatrice de Click and Walk. Alors, je ne sais pas s'il y a des click-walkers dans la salle. Vous levez la main? Qui click-walk? Ah! Il y en a une! Et bien les autres, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous click-walkez, vous ferez partie d'une communauté de consommateurs au service des marques. Bon, Frédéric aura l'occasion de vous dire un peu plus tout à l'heure ce que fait Click and Walk et ce que propose Click and Walk. Sachez malgré tout que Frédéric et sa start-up Click and Walk ont été distingués parmi les 10 start-up les plus innovantes, pas dans le Nord, pas en France, dans le monde, très récemment. C'est la French Tech qui est passée par là. Comme beaucoup d'innovants, Frédéric rêve de changer le monde. C'est un moteur. Et moi, quand ce moteur se met en route, eh bien, ça déménage. Elle considère avoir 2 rôles. Le premier, c'est d'apporter de la valeur, et elle en apporte, d'une façon originale et donc innovante. Et la deuxième, c'est de créer des emplois. Voilà, tout simplement, mais c'est peut-être simple, mais c'est quand même un beau challenge. Elle contribue à mettre en valeur le savoir-faire français. Comment? Eh bien par son business model. Son business model, il consiste simplement, à valoriser et rémunérer ce qui n'était pas auparavant. Et ça, c'est un vrai sujet d'innovation. Pour ceux qui s'y intéressent de près, des business models qui consistent à mettre et à donner de la valeur sur des choses qu'on a déjà l'habitude d'avoir, d'utiliser sans payer, c'est une vraie source d'innovation. Notre deuxième intervenant est Hicham Charou. Hicham dirige un laboratoire de recherche à Polytech, Lille. Hicham considère que la recherche, avant tout, doit servir l'homme. Ça peut paraître évident à certains, ça ne l'est pas du tout. Pas toujours.
Alors, Hicham, vous le constaterez, est profondément multiculturel. Il a vécu, travaillé aux États-Unis, il est né en Palestine. Il m'a confié, quand on a préparé cette conférence, que, étant né dans un pays détruit, son obsession c'était de construire. C'est ce qu'il fait, il s'attache à faire depuis de nombreuses années. Il est très attaché, et ça c'est important, parce que surtout dans ce contexte, il est très attaché à trouver des débouchés business à la recherche. Plus que c'est souvent des choses que l'on reproche à la recherche, eh bien c'est bon de croiser de temps à autre des chercheurs qui réfléchissent d'abord, ou notamment, aux débouchés business de ce qu'ils trouvent, de ce qu'ils cherchent. Sa passion actuelle combine recherche et société. Il aura l'occasion de nous en dire un mot tout à l'heure. Elle s'appelle Smart City. Smart City, comme son nom l'indique, c'est la ville intelligente. Et la ville intelligente, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comment mieux gérer une ville grâce aux innovations, quelles qu'elles soient. Charles. Alors nous allons organiser notre soirée de la façon suivante. Charles nous a fait l'amitié de nous préparer un certain nombre de messages qui tient à passer relatifs à l'innovation, et Frédéric va nous servir de contradictrice ou d'apport de valeur, il est dans son thème, par rapport à son vécu. Donc nous allons assister à un échange rythmé par Charles, et puis parfois interrompu par Frédéric, qui aura peut-être quelque chose à dire vu chez elle. Charles. L'innovation, c'est réussir à les faire comme ça. Charles, pourquoi considères-tu l'innovation vitale pour l'entreprise? Et pourquoi tu considères qu'aujourd'hui elle est vitale pour l'entreprise? Sans micro, tu peux pas parler. Bonjour à tout le monde. Merci à Stradico pour cette invitation. Merci à vous tous d'être là. Effectivement, on parle d'un sujet qui est assez important, puisque c'est notre devoir, ce qui se passe, les stratégies de l'innovation à tous les niveaux, au niveau de la métropole, la région, au niveau national, au niveau européen. Et qu'on ouvre le radeau du côté BFM toute la journée, on parle de l'innovation. Internet, on parle de l'innovation. L'innovation, c'est un thème qui vient très souvent, très fréquemment. Et quand on voit ça, on se pose la question pourquoi on parle autant de l'innovation? Deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui est stratégique, important, à tous les niveaux, mais ça peut être aussi révélateur d'autre chose, c'est qu'on a un peu de mal avec ce sujet. On parle beaucoup, on tourne autour, et on a beaucoup d'acteurs, et ça peut être aussi révélateur de quelque chose où ce thème n'est pas aussi facile qu'on peut le croire. Ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui à partir de notre échange, c'est de voir les deux. C'est de mettre déjà l'innovation dans un contexte, voir ce qu'on entend par l'innovation et quelle est son importance, après voir les quelques obstacles qu'on peut avoir et comment on peut les lever. Donc, la première question, c'est quelle est la place de l'innovation dans un processus économique. On parle généralement de l'innovation, je parle d'entreprise, mais au sens large, que ce soit une grande entreprise, une PME, une start-up. Et généralement, pour innover, c'est quand même un regard sur le marché. Donc ça, c'est essentiel. On va regarder au niveau du marché. Et quand je parle du marché, il y a deux choses. Il y a des produits, mais c'est important sur les services. Et très souvent, et surtout en France, quand on parle d'innovation, on est beaucoup plus porté sur la technologie et très peu sur les services. Et c'est quelque chose d'important, des statistiques aujourd'hui qui disent que quand on regarde les entreprises innovantes en France qui parlent des services, on est à 25% seulement. Quand on compare ça par rapport à ce qui se passe en Allemagne, en Grande-Bretagne, c'est pratiquement le double, 50% en gros. Donc en France, quand on parle d'innovation, c'est très porté sur la technologie. Et là, ce qui est important, c'est que les services jouent un rôle très important, surtout que quand on regarde côté PIB, les services, c'est 80% de l'économie. Et on ne peut pas passer à côté de 80% de l'économie en termes d'innovation. Donc, la question qui se pose, on a
des parts des marchés, ce que je mets ici, et la question c'est comment faire pour, supposons que quelque part j'occupe une part des marchés, comment faire pour augmenter mes parts de marché. Donc, petit à petit, là on est dans l'innovation, ce qu'on appelle incrémentale, mais on peut aussi espérer de faire un grand saut dans notre part de marché. Là, on a besoin d'une innovation qui est beaucoup plus importante, ce qu'on appelle une innovation européenne. Mais, il y a autre chose, si on n'innove pas, il y a l'autre risque, c'est qu'on perd notre part de marché, et la perte peut être relativement importante. Est-ce que je mets ici, pourquoi on peut disparaître? Ça, c'est une cause d'observation. On a quelques exemples dans l'espoir, qui ne sont pas si bons que ça, où des entreprises qui étaient très très puissantes, qui n'ont pas vu arriver une rupture technologique. Tout le monde parle des exemples de Kodak, qui a disparu parce qu'on n'a pas vu arriver le numérique. Nokia, qui occupait la première place de la téléphonie, n'a pas vu arriver le smartphone, et il a été délégué également pour aller d'Alcatel. Donc il y a quelques exemples dans l'histoire, je ne sais pas, 6 ans anciens que ça, où on a montré qu'effectivement, des majeurs de l'économie, ils ont raté des parts importantes. Il y a cet exemple qui est assez récent, c'est l'exemple du phénomène Uber. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite plateforme où on va mettre des usagers avec des offres de services, et ça bouleverse complètement le marché de luxe. Complètement. À un point où aujourd'hui, on commence à utiliser le verbe ubérisé. Et que c'est quelque chose qui transforme complètement. Donc, au marché, c'est la même chose. Il y a une technologie qui arrive, qui bouleverse l'offre. C'est quoi Uber? C'est tout simplement une plateforme. Et bien conçu, moderne, qui également qui bouleverse complètement les choses. Et on peut parler de plusieurs crises. On peut parler de la crise de la presse, on peut parler de la crise de disques, on peut parler de la crise de livres. Il y a plusieurs crises également qui sont réelles, qui sont dues aussi au fait qu'il y a cette technologie du numérique qui arrive et on n'a pas pu s'adapter vraiment. Donc je dirais que cette question de disparaître, c'est possible. C'est possible si on ne voit pas arriver une rupture technologique assez importante et on est dans un monde où les choses peuvent changer assez rapidement. Maintenant, si je reviens sur la question de l'innovation, voir un peu comment elle se place. Donc, je vais partir d'un produit, je vise un marché. Et ce que je vais essayer de faire, c'est d'améliorer le niveau des produits. Donc, je vais passer d'un produit à un produit étoile. Là, je suis vraiment dans la phase de la conception, du design, pour travailler, pour essayer d'avoir un produit qui est meilleur. Mais ça ne suffit pas. Il y a une phase de fabrication, il y a une phase de mise à disposition, qui également qui est assez importante. Mais ça ne suffit pas, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ce produit? On a utilisé la notion de recyclage, de réutilisation, de circuit, également très important. Et là, on est sur l'ensemble du cycle de produit. Et l'innovation, on va le voir sur l'ensemble de processus. On va le voir sur l'évaluation de produits, sur la fabrication, sur la mise à disposition, et également ce qu'on va faire et comment on va entrer vraiment dans une économie circulaire. Donc, l'innovation va intervenir un peu partout. Et ce qui est important, c'est qu'on comprend un peu ce cycle-là. C'est l'ensemble, on ne peut pas uniquement aujourd'hui penser sur un seul. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir une vision. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un retour d'expérience qui va venir essentiellement de l'observation, des usages, comment ils évoluent, c'est toujours important. Comment on va analyser, comme je dis, l'analyse de la chaîne de la valeur, parce qu'on va créer des valeurs, la valeur tout dans l'ensemble de la chaîne. Comment ça se passe dans l'organisation interne, une question importante, le ressources humaines, question essentielle, les ressources financières, la partie R&D, les partenariats sur les bases de sol, donc sur les processus, on a forcément beaucoup de partenaires, et toutes ces questions-là vont se poser quand on va parler de l'innovation. Frédéric, quand on voit ce schéma, où positionnes-tu ton innovation, tes innovations? Bonjour à toutes et à tous, et merci à Stratégo de nous accueillir pour parler d'un beau sujet de l'innovation. Alors, si je parle de Click & Walk et de notre offre de service, en fait, nous, on se positionne plutôt dans l'observateur d'usage. En effet, la manière dont a été créé Click & Walk, Click & Walk, ça vient d'une idée, ça vient d'un besoin. Ça vient
d'un besoin que j'ai eu dans mes précédentes expériences professionnelles, d'un manque de visibilité de ce qui se passait dans la vraie vie. Alors, je vais l'expliquer un peu différemment, parce que j'ai travaillé très longtemps dans la distribution, et j'ai eu un métier très opérationnel, j'étais proche du terrain, proche des clients, proche des produits. Et puis un jour, j'ai eu la chance d'évoluer au sein de cette grande enseigne de la distribution nordiste qui s'appelle Auchan et qui m'a proposé un poste en centrale d'achat international, un poste que j'ai adoré et qui m'avait bien complètement ce contact avec ce qui se passait dans les magasins. J'ai poursuivi dans les centrales d'achat, je suis passé chez Castorama, et en changeant d'enseigne, je n'ai toujours pas gardé ou retrouvé ce contact avec les clients, les produits. Je ne savais plus quel usage était fait des produits que j'achetais ou que je référençais. Bref, tout ce qui se passait dans la vraie vie, j'avais plus de contact j'avais un contact avec des chiffres, alors c'est très bien, les chiffres, mais c'est pas suffisant. Et j'ai eu envie à un moment donné de permettre à des gens qui avaient des postes fonctionnels comme moi, de pouvoir savoir ce qui se passe dans la vraie vie. Et Clickable, en fait, ça permet d'observer ce qui se passe sur le terrain, dans les points de vente, grâce à cette communauté. Créé peut-être tout à l'heure, grâce à cette communauté qui remonte des informations sur les points de vente, mais qui remonte aussi des informations sur l'observatoire, sur ce qu'elle peut faire avec les produits à la maison, comment elle les utilise. Et en fait, Clickable me dit c'est un besoin, c'est comme ça en fait. Quand on parle de vision et d'innovation, et je rejoins complètement, quand on dit l'innovation, elle naît de quoi? Bien souvent, elle naît d'un manque. La vraie innovation, elle naît d'un manque, si on remonte très loin, c'est la roue. En fait, la roue, c'est pour aller plus vite. Voilà, il y a juste quelques innovations qui paraissent aujourd'hui complètement évidentes, mais qui n'ont fait qu'améliorer notre quotidien. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que les gens n'aiment pas le changement, mais ils aiment bien le progrès. Donc, l'innovation, pour moi, c'est un progrès. Je vais repasser la parole. Je ne sais pas si ça va répondre à la question. Ce que je vais essayer de faire, c'est donner un exemple, je pense que c'est vraiment assez important. Parce qu'on parle d'usage, c'est comprendre le concept d'usage. J'étais au Qatar la semaine dernière. Les choses qui m'avaient frappé, j'avais pratiquement pas vu de voiture Mercedes. Donc on a la possibilité d'acheter des Mercedes. Et je suis prêt avec les gens là-bas. Pourquoi je ne vois pas beaucoup de Mercedes, je vois beaucoup de voitures japonaises. La réponse est là. Quand on est dans un pays comme celui-là, il y a beaucoup de bouchons, une température très élevée, une humidité très élevée, et on a des tempêtes de sac. Et la condition essentielle, c'est la vie. Surtout que les Japonais fabriquent des voitures avec une très bonne qualité, extraordinaire. On entre dans la voiture, une minute après, on va trouver la voiture. Les Allemands, les Européens en général, leurs voitures ne sont pas faites pour ça. Donc du coup, les Japonais ont conquis un marché essentiel, parce qu'ils ont compris que les enjeux, c'est sur la ville, c'est pas sur la puissance du moteur, etc. Et là, c'est quelque chose qui est assez important de connaître. On va attaquer un marché, il est vraiment important de voir c'est quoi les conditions, c'est quoi les critères essentiels au niveau du choix d'un produit. Ce que j'ai essayé de voir, c'est de parler un peu des contextes, c'est très important, on va sortir un peu de son environnement, voir comment ces questions d'innovation, de production vont être sur place. Tout d'abord, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde de globalisation, la modélisation, mais c'est l'ensemble du processus. Donc, on peut faire la conception dans un pays, la fabrication dans un autre, la distribution de fois, mais l'ensemble du processus aujourd'hui, il est vraiment mondialisé. Et ça, on pense que c'est uniquement les grands groupes qui le font. C'est plus vrai. Aujourd'hui, vous trouvez des tout petits groupes qui commencent à faire cette conception qu'on peut concevoir la partie électronique dans un pays, le soft dans un autre pays, et aujourd'hui, il y a une telle organisation que c'est tout à fait possible. Donc, c'est très important déjà de comprendre qu'on ne peut plus raisonner uniquement dans un endroit. Très vite, il faut faire l'analyse au niveau global, parce que le marché aujourd'hui se prête sous cette forme. Et là, on va un peu, je donne une autre idée sur le coût du travail. Encore, on va se trouver plutôt dans les économies pays développées où l'heure de travail coûte chargé 60
$2 à peu près. En bas, j'ai mis $2, mais il y avait plus où le coût est 1 ou $2. Donc ça veut dire qu'en fait, côté, si je prends la phase de fabrication, on a déjà perdu. Parce que la différence peut atteindre 20 ou 30 par rapport au coût du travail. Donc si on veut être compétitif, et les ventes sur la partie innovation sont le design, les nouveaux produits, etc. C'est pas uniquement, c'est pas sur la partie fabrication, on va vraiment pouvoir gagner des marchés. Donc ça, c'est une question qui paraît assez importante. Troisième chose qui me paraît importante, on est de plus en plus dans le sujet de la connaissance, c'est qu'on montre un peu la production de connaissances. C'est extraordinaire ce qui se passe aujourd'hui. Et ces connaissances sont globalisées, ils sont accessibles, de partout on peut accéder. Donc ils ne sont plus réservés à telle ou telle société, à telle entreprise. Et tous les enjeux qu'on a, c'est comment faire, à partir de ces connaissances extraordinaires, comment pouvoir les assimiler, comment pouvoir les transférer à partir des innovations dans des produits, des services également, sur l'organisation interne, sur le processus de production. Et là, il y a quelques années, les pays avancés ont profité de ça, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Partout, on peut accéder à ces connaissances. Donc, c'est quelque chose d'important, voir dans quelle mesure on peut accéder à ces connaissances et comprendre, les analyser, pour essayer de tirer des informations. Frédéric, connaissance, coût du travail, globalisation, ça te parle? Oui, ça me parle forcément, puisque on est une start-up, on est PME également, une TPE. On est global parce qu'on est né global, parce que quand on s'appelle .com, c'est difficile d'être franco-français. Donc, également, c'est déjà une communauté européenne, puisqu'on est présent dans 5 pays d'Europe. Il n'y a pas de barrière avec Internet. Donc c'est assez simple, enfin, simple, relatif. En tout cas, c'est assez simple de devenir global, mais c'est aussi obligatoire. On ne peut pas s'appeler .com et n'être que français dans la nouvelle économie. Connaissance, je parlais du coût du travail juste après, connaissance, oui, je suis d'accord avec vous, et néanmoins, je reste quand même toujours très surprise par le fait que beaucoup d'entreprises ne connaissent pas suffisamment leurs clients. Quand je dis ne connaissent pas leurs clients, c'est pas parce qu'il n'y a pas la connaissance sur Internet, c'est que observer ses clients, et je rebondis encore sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est comment on fait pour les observer et comprendre, anticiper leurs besoins de demain ou leurs besoins actuels. Donc il y a beaucoup de connaissances, on a un accès extrêmement facilité et global à la connaissance mondiale. Il suffit d'aller sur Google, Yahoo, et puis de taper quelques mots, et puis on a plein d'informations. Mais est-ce qu'on connaît vraiment ses propres clients? Ça c'est important dans l'innovation. Je terminerai par le coût du travail. Alors oui, c'est vrai que les pays européens ont des niveaux de salaire beaucoup plus importants que les pays émergents, les appeler comme ça. C'est vrai. C'est vrai aussi que moi je prêche beaucoup pour sauvegarder des emplois. Donc je suis créatrice d'entreprise basée dans le Nord-Pas-de-Calais avec aujourd'hui une société qui a 20 emplois. J'espère qu'on sera le double d'ici un an. C'est vrai qu'on pourrait se délocaliser. Et je pense qu'on a en France la chance d'une part d'être accompagné, on parlait tout à l'heure, par des organismes comme la BPI quand on fait l'innovation. Et donc ça nous permet quand même d'avoir quelques aides pour embaucher. On est aussi accompagné par des réseaux comme les Réseau Entreprendre Nord, Métropole Innovation, et la région qui nous donne quelques aides pour pouvoir embaucher. Et puis je crois que même si ça coûte un peu moins cher ailleurs, il faut penser au futur. Donc ça c'est mon avis personnel. Je te rejoins. Je ne plaide pas pour la légalisation. Parce que je dis qu'il faut être conscient et qu'il faut faire la défense quelque part, parce que l'obligation doit faire la défense. C'est bien ça que je On l'avait bien compris. message. Autre chose, qui est en plein dedans, c'est la recherche du numérique. C'est extraordinaire. Tout d'abord, c'est un domaine majeur de l'économie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui travaille dans ce domaine. Mais surtout, je dirais que c'est quelque chose qui nous permet d'améliorer les performances sur l'ensemble de la science. Le numérique aujourd'hui nous permet de faire beaucoup
Donc la régulation parmi des usages de collecter de données et de penser les données, les analyser, les comprendre comme quelque chose d'important, s'adapter, c'est quelque chose d'important, c'est d'anticiper éventuellement si on peut le monde d'usage. Communiquer, on est dans un monde de communication, avec cette question aujourd'hui, si on va avoir une part de marché, le numérique va beaucoup nous aider. Et on peut aussi sur un certain nombre de process améliorer les choses, l'automatique, la sécurité. Et donc aujourd'hui, la révolution du numérique, sur les exemples que j'avais montrés avant, c'est parce que le numérique aujourd'hui permet d'améliorer les performances pour l'ensemble de données. Et je pense qu'aujourd'hui, on a peu le droit de passer à côté sur les responsables de l'entreprise, une structure. Et un point important. Je vais pas revenir sur le numérique parce que vous avez donné un exemple Uber, je pense que tout le monde connaît Uber, mais c'est les véhicules qui remplacent les taxis, si on peut dire comme ça, j'ose. Quand on a parlé qu'on ne trouve pas de taxi à 22h30, on a une petite application qui s'appelle Uber. Et puis dans les 3 minutes, on a un chauffeur privé qui vient nous chercher, qui nous amène d'un point A à un point B. Pour généralement le même prix qu'un taxi et avec le sourire en plus. Ce qui est super bien à Paris à 22h30. Mais c'est vrai que ce qui est assez impressionnant dans la révolution du numérique, c'est que ce sont des nouveaux acteurs qui viennent prendre des marchés anciens. Ce qui veut donc dire que ces marchés qui auraient très bien pu, le marché des taxis aurait très bien pu développer une application qui soit les taxis Uber et qui viennent prendre ce marché du je suis dans le 15e, j'ai besoin d'aller dans le premier arrondissement et tout de suite, et bien plutôt que de passer un coup de téléphone et d'attendre pendant 2 heures qu'on prenne mon appel quand on le prend, on aurait très bien pu imaginer qu'une société de taxi invente, innove, développe cette application et réponde à un besoin concret du client. C'est vrai que dans cette révolution du numérique, on s'aperçoit qu'il y a des marchés qui sont assez ancestraux et ça commence à arriver dans le juridique. J'ai vu des experts, j'ai vu des boîtes de juridique qui commençaient à se mettre sur des applications smartphone, des avocats aussi. Donc tous ces marchés un peu, j'allais dire traditionnels, sont en train d'être un peu bouleversés par le monde du numérique. Donc l'autre volet, c'est l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, une prise de conscience à peu près en niveau, il faut protéger votre environnement. Et chez le citoyen, le pouvoir public, à travers un certain nombre de réglementations, l'incitation, des taxes aussi, des entreprises aussi. Et là, deux choses. Il faut qu'on s'adapte à notre mode de production, de consommation de produits, mais en même temps, dès qu'il y a de nouvelles opportunités, de nouveaux marchés. Donc c'est aussi important de pouvoir saisir ces marchés, ces opportunités. Et là, on a vraiment besoin de l'innovation, c'est de nouveaux domaines, de nouveaux services, etc. Je pense que c'est quelque chose qui est assez important. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler sur un produit sans intégrer la partie environnement, ce que j'ai évoqué au début, même jusqu'à l'économie circulaire, etc. Comment ceci est vraiment important. Une chose qui est assez importante, c'est la durée de développement des produits et leur disparition. À gauche, on a un produit classique, on voit bien qu'on met du temps pour le lancement. Après, bon, on va rester un certain nombre d'années, après on va disparaître. À droite, quand vous avez le modèle de l'iPhone, on voit que c'est très brutal. Ça apparaît, une durée de vie 1, 2, 3 ans, et après ça disparaît. Et notre économie aujourd'hui, comment elle tombe de plus en plus vers le modèle de l'iPhone. Donc, les entreprises sont obligées aujourd'hui. Donc, on peut dire qu'on a fait un produit, on est tranquille pour 10 ou 15 ans, on faisait avant. Aujourd'hui, le cycle de production du numérique sont renforcés, je pense que c'est un élément qui est vraiment important, on doit pouvoir l'intégrer, donc du coup, la partie d'innovation va jouer un rôle qui est vraiment essentiel. Je vais vous donner juste un autre exemple aussi. Je suis rentré des États-Unis en mois de juillet l'année dernière et j'ai découvert les hackathons. Moi, je viens pas du monde du numérique, vous l'avez compris, 18 ans dans la grande distribution, donc tout est nouveau pour moi quand je suis dans le monde du digital. Et j'ai découvert les hackathons. Alors, les hackathons, c'est des marathons de codeurs, c'est-à-dire qu'on met des développeurs informatiques dans une pièce et on les enferme pendant 48 heures et on leur dit, au bout de 48 heures, il faut que tu aies résolu un problème ou que tu aies trouvé une nouvelle idée. Et on a mis ça en place, pas click and roll tout seul, mais on a créé,
avec l'écosystème de la pleine image, un hackathon qui s'appelle les Happy Hacking Days. Et le dernier a eu lieu en mars. Et c'est 150 développeurs informatiques, des gens du marketing, des porteurs de projets qui sont enfermés pendant 48 heures. Ils ont 48 heures pour développer une application mobile ludique. Sur ces 150 développeurs informatiques, il y a 23 projets fonctionnels, donc 23 applications qui ont été développées. Le thème, c'était le bonheur et dans le voyage. Et sur ces 23 projets développés, il y en a déjà 3 qui ont été vendus. Et on est au mois d'avril. Enfin, oui, c'est ça, encore en avril. Donc c'est vrai que quand vous dites que tout va très très vite, c'est vrai que tout va très très vite dans cette nouvelle économie. Et voilà pour cette première partie. Oui. Et alors, sans transition, la deuxième. S'il était simple d'innover, je pense qu'on le saurait tous. Et malheureusement, c'est pas assez simple. Il y a des freins. Mais les freins, ça se lève. Il faut déjà les identifier. Donc, quels sont ces freins, Jacques ? On va voir. Tout d'abord, c'est